Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Émilie. Salut Émilie. Salut, Hey, merci d'être avec nous ce soir. fait plaisir. On se connaît un peu. Nous, on a été ensemble dans le comité EDGEP. On a eu une couple de personnes qu'on a interviewées d'ailleurs de ce comité-là. Tu veux-tu nous en parler un peu? Ben, dans le fond, comme TGEP, j'étais là dès le début. Donc, oui, effectivement, j'ai vécu les 6 années entières du comité EDGEP. Donc, j'ai vu des jeunes arriver, quitter, revenir, performer, évoluer. Donc, J'aimerais ça que tu te présentes un peu, grosso modo, tu vis dans quel coin, puis dans quel projet es-tu impliqué en ce moment? je m'appelle Émilie et je ne suis pas que la fille aux clés. Donc, je suis impliquée suite à l'EDGEP. Je suis impliquée au collectif Explacé. Je suis également militante professionnelle, cofondatrice du mouvement Jeunes Santé Mentale depuis 6 ans. Je suis nouvellement administratrice sur mon conseil de quartier à Québec, à Beauport, et bénévole dans un organisme de Beauport également, où est-ce que j'essaie d'apporter la parole des jeunes et l'implication de tous les jeunes. Donc, même qu'avec un des organismes, on a des mini-jeunes qui sont d'âge préscolaire et primaire, qui s'impliquent et font des activités. Donc, je fais prévaloir la voix des jeunes à travers différentes sphères. Puis le mouvement Jeunes et Santé Mentale, est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? J'ai connu ça un peu, je pense que c'était en 2018. Peux-tu que ça allait starter dans ces années-là? Mais en fait, ça a starté en 2016 suite à un forum pour un regard différent des Auberges du Cœur et d'un autre regroupement que je ne pourrais pas nommer exactement. Les jeunes, on s'est levés lors de cette rencontre-là, puis on a comme fait, c'est parce qu'on était écœurés de juste parler. On peut-tu agir? On peut-tu faire de quoi, genre que ça bouge? C'est parce que parler, ça ne sert à rien, ça fait des années qu'on le fait. Donc, il y a eu, dans le fond, ça c'était en mars, si je ne me trompe pas. Puis en octobre, on a eu une rencontre avec 80 personnes, organismes, regroupements et jeunes, où est-ce que le mouvement a été créé, sa mission et sa déclaration commune. Par la suite, la prise en charge du mouvement a été faite par 3 organismes fondateurs, ainsi que moi qui étais une jeune, mais qui en même temps représentait aussi le ROCAGE pour lequel je m'impliquais dans le temps. Donc, le but du mouvement, c'est vraiment de combattre la médicalisation des problèmes sociaux chez les jeunes et leurs effets. Donc, la prise de médicaments pour des raisons qui sont sociales, mais qui sont données quand même. Là. On peut l'en voir beaucoup au niveau du TDAH, entre autres, là, les médicaments qui sont donnés pour des raisons de genre, votre enfant dérange, OK, c'est parce qu'il n'y en a pas de besoin. Pourquoi tu lui donnes? Ben, parce qu'il dérange. Tu sais. Donc, ça, c'est un peu basique comme explication, là, mais c'est une qui est assez simple pour les gens à comprendre. Donc, c'est ça. Dans le fond, nous, c'est vraiment ça. Le combat qu'on fait, c'est la médicalisation chez les jeunes, parce qu'on ne connaît pas encore les effets long terme. Puis en même temps, on veut travailler sur les droits des jeunes, que les jeunes connaissent leurs droits, puissent affirmer leurs droits, autant le droit à l'information, à la participation, puis au traitement, déjà. Donc, on parle de traitement éclairé. Fait que c'est un peu ça, le mouvement, je te dirais. Je pense que de ce que j'ai compris, vous donniez aussi des ateliers. Oui, effectivement, c'est vrai. Dans le fond, on a aux 2 ans ce qu'on appelle la rencontre nationale, qui malheureusement a été sautée en 2020 dû à la COVID. On a eu notre première en 2018. Ça, c'est une rencontre où est-ce que tous les signataires, autant organismes que jeunes, peuvent participer, où est-ce qu'on a des journées d'orientation, d'ateliers pour actualiser la parole des jeunes, réorganiser les comités. Donc, si certains jeunes veulent s'impliquer, donc on recrute. Il y a aussi les élections au niveau du comité de coordination, parce que le mouvement est un organisme non enregistré encore. Donc, on roule, mais avec des organismes comme fiduciaires, j'oserais dire. Là. Le but étant que justement un comité de coordination, c'est comme un peu le CA, si j'oserais dire, là, sur un organisme régulier. Puis dans le fond, toi, ton placement, ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Ben, en fait, ça a commencé à l'âge de 14 ans, en secondaire 1, année 2000. Je ne peux pas oublier le passage à l'année 2000, c'est sûr. J'ai fugué. Janvier, je suis allée en foyer de groupe parce que je m'étais chicanée avec mes parents, je ne voulais pas y retourner. Donc, on m'avait mis en foyer de groupe 5 fois, donc qui est un foyer de groupe 30 jours. Le 17 février, mon père vient me chercher à l'école. Il y a eu une plainte qui a été faite parce que supposément, j'avais parlé de suicide à cause que lors d'une activité sur le VIH, j'ai dit, il faut bien mourir de quelque chose. Donc, ils ont signalé que je voulais me suicider, que j'avais aucun respect pour la vie. Donc, ils m'ont mis à la porte.
Alors, j'avais le choix de retourner chez mes parents ou à l'Escale, donc le Centre jeunesse pour filles à Québec. Ne connaissant pas l'Escale, mais ne voulant pas retourner chez mes parents à ce moment-là, moi, je décide de dire, je ne retourne pas chez mes parents. Donc, ils m'ont transféré à l'Escale le soir même, là, à l'unité multi, dans le temps. Fait que dans le fond, de ce que je comprends, c'est l'école qui a fait un signalement. Quand je m'étais chicanée avec mes parents pour le foyer de groupe, dans le fond, là, ça, c'est moi qui avais appelé comme pour demander de l'aide parce que je ne voulais pas retourner chez mes parents. Mais pour le 17 février, ça, c'est le foyer de groupe qui ont fait un signalement parce que j'ai fait une remarque lors d'une activité sur le VIH-Sida. Est-ce que c'est un foyer de groupe de type genre Auberge du Cœur pour les jeunes? Hein? C'est Hébergement Jeunesse Sainte-Foy qui n'existe plus aujourd'hui. J'avais été, moi aussi, quand j'étais jeune, puis il faisait partie des regroupements des auberges, je pense. Puis comment ça se passait sinon avec ta famille, vu que tu as quand même décidé de t'auto-signaler au départ, là? En fait, c'était plus moi qui avais des comportements comme dérangeants. Je vais utiliser ce terme. Depuis l'âge de 9 ans, en fait, je m'automutilais. Donc, je me souviens la première fois ça a commencé en classe, j'étais beaucoup survouleur, genre, de tout le monde, parce que j'étais tout le temps, je m'isolais des gens, j'étais pas pareil. Ben, je me sentais pas pareil, en fait. Puis, une journée, à un moment donné, ils sont tous comme regroupés autour de moi parce que je sais plus pour quelle raison. Puis, tout ce que je me souviens, c'est que j'ai pogné de quoi dans mon bureau, puis je me suis mis à me gratter le bras jusqu'au sang. Puis, dans le fond, ce qu'on a fait, on m'a envoyé chez le directeur pour comportement agressif. Genre. Ils n'ont même pas une réaction auprès des autres élèves qui m'encourageaient quasiment. Puis, à partir de là, j'ai découvert malheureusement cet exutoire. Exutoire qui va durer jusqu'à l'âge de mes 22 ans. Donc, ce qui est quand même assez intense. Puis, tu sais, j'ai déjà entendu beaucoup parler de gens justement qui faisaient ça pour se calmer. Est-ce que c'était le cas pour toi aussi? Aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que oui. Sur l'instant, quand on me demandait pourquoi je le faisais, je n'étais pas capable de le dire. La seule chose que je disais, c'était c'est pas du sang qui coule. Puis là, ben, les intervenants riaient de moi puis disaient ben non, hein, tu sais, c'est du jus de pomme. Genre, tu sais, c'est parce que moi, dans ma tête, dans la sensation corporelle, c'était pas du sang qui sortait. Aujourd'hui, avec le fait que j'ai un doute d'avoir un Asperger féminin, la solution s'amène, c'est que c'était le surplus. Donc, l'hypersensibilité sensorielle, les émotions que je comprenais pas, qui étaient refoulées ou non vécues, qui, dans le fond, s'accumulaient et au moment de la crise, devaient sortir. Le seul moyen que j'avais physiquement de les faire sortir, parce que psychologiquement, je comprenais pas comment, c'était de me couper. Donc, c'est un peu malheureusement cette explication-là qu'aujourd'hui j'aurais, que si je pourrais retourner dans le passé et dire à l'éducateur, j'y expliquerais peut-être ça, mais je suis pas sûre qu'on prendrait au sérieux, mais ce serait un peu l'explication que je pense la plus logique. Fait comme un peu une sorte de catharsis, si je peux dire ça comme ça? Non, en fait, pas dans ce sens-là de sublimer la douleur psychologique par la douleur physique. Longtemps, moi, ils m'ont dit que c'était ça que je faisais. Genre, je n'étais pas capable d'endurer ma douleur intérieure, je m'en créais une extérieure. Moi, je crois que c'est plus justement, c'est un surplus. Moi, c'est comme si physiquement, je le ressentais. Donc, tu sais, ça devenait une douleur physique intérieure et non une douleur émotionnelle. Donc, il fallait que physiquement, ça sorte. Ce qui était un peu bizarre puisque finalement, c'était des émotions. En fait, je ne savais même pas que j'en avais des émotions. Donc, je ne pouvais pas dire je me coupe parce que je suis en colère ou je me coupe parce que je suis triste ou tout ça. Je ne savais juste pas pourquoi. OK. Tu déconnectais-tu? Tu faisais-tu de la dissociation avec ça? Oui, j'ai commencé à faire de la dissociation quand au centre jeunesse, ils ont utilisé l'isolement sur moi. Passer des heures dans le noir, la porte barrée, en tout cas, ça a été la seule manière, si je peux dire entre parenthèses, que j'ai gardé mon cerveau à l'abri. Donc, j'ai créé une partie dissociative chez moi, partie qui plus tard va se nommer Delman Kira, qui va avoir une particularité totalement explosive et émotionnelle. Donc, tout ce qui était émotion se reléguait comme un peu dans son tiroir, si j'oserais dire. Et lorsque les émotions étaient trop comme pleines dans le tiroir, ça changeait à l'intérieur de moi. Je pouvais devenir, là, en fait, des gens qui m'ont vu en crise avec... lors de ce moment-là, m'ont dit qu'ils m'ont regardé dans les yeux et qui ont jamais... Ils m'auraient pas reconnu, là. C'était pas moi. Ils pouvaient le voir dans mes yeux que c'était pas moi. Il y avait un sociopathe devant eux, malheureusement, là, parce que c'était un côté émotionnel, donc il n'y avait rien qui régissait cette partie-là. OK. Fait que si on revient un peu à ton parcours, comme que tu disais, le premier milieu de vie que tu as fait, c'est le foyer de groupe. Oui, foyer de groupe, dans le fond, qui est comme avant d'aller en centre jeunesse. C'est comme un mois que tu peux prendre un break de chez tes parents si ça va pas bien ou des choses comme ça, là. Donc, moi, ça a duré juste 2 semaines, je pense. Ça, c'est un placement qui est volontaire, dans le fond. C'est toi, comme tu disais, qui l'avais demandé, fait que tu sentais que tu avais besoin
d'avoir du soutien puis qu'à la maison, ça fonctionnait pas. C'est ça? Oui, oui, en fait, parce que je comprenais tout simplement pas ce qui arrivait, autant à moi qu'autour de moi qu'à la maison. Je veux dire, puis pour n'importe quel parent aussi, il n'y a pas un guide genre votre enfant s'automutile, voici quoi faire. Votre enfant fait des fugues, voici quoi faire. Votre enfant fait des crises, voici quoi faire. C'est comme non, ils font avec ce qu'ils peuvent, ils font avec leur propre croyance aussi, parce que ça rentre en ligne de compte. Donc, moi, j'ai jamais été victime de violence physique chez moi, puis c'est comme je remercie le ciel, là, parce qu'il y en a malheureusement beaucoup dans ma situation de mon âge que c'était quasiment coup de bâton pour arrêter. Là. Mais moi, non, c'était juste parce que ça marchait pas. Puis c'était dépassé par chez moi. Là. On pouvait pas rien faire. Donc, je suis allée demander de l'aide, mais en même temps, je ne pouvais pas le nommer de même dans le temps. C'était juste genre, ça marche pas chez nous, j'en ai rien à foutre, je veux foutre le camp. Fait que oui, j'ai signé le 30 jours. Par contre, il faut que les parents signent également. Donc, il y avait eu comme un consensus. Je devais rester là un mois. Puis pendant ce temps-là, on allait voir les ressources qui pouvaient m'aider puis aider mes parents. Puis comment ça s'est passé quand tu es arrivée là? Écoute, je vais être franche avec toi que pour ce qui est du centre d'hébergement Sainte-Foy, j'ai pas vraiment grand souvenir. Je me souviens juste que dans le fond, j'avais une chambre je partageais avec une autre fille. Je pourrais te décrire l'endroit, tu sais, de comment je m'en souviens, mais de comment ça s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que je partais le matin, j'allais à l'école, en autobus de la ville. La première fois, je pense que je prenais ça même. Puis je revenais, j'avais une période de devoir, il y avait une activité, mais c'était comme pas mal comme c'est le principe d'un auberge du cœur, dans le sens que tu as des choses à faire toi. C'est pas, ils vont te dire quoi faire nécessairement. Tu as des heures pour certaines choses, mais fait que je suis comme pas capable vraiment de te dire comment ça s'est passé, à part le fait que justement, je me suis fait mettre dehors parce que j'ai réagi lors d'une activité, là, ce que j'ai trouvé totalement ridicule. On va se l'avouer, là. Mais là, moi, je m'excuse, je trouve ça drôle parce que, tu sais, j'ai été à la même endroit, puis c'est des mesures volontaires, on le disait, puis moi aussi, j'ai été mis dehors après comme 2 semaines, là, fait que, puis j'ai aucun souvenir. Tu sais, un peu comme tu dis, là, je me souviens un peu de l'endroit, je me souviens un peu comment ça fonctionnait, mais, tu sais, on avait notre trousseau de vaisselle, puis on faisait notre vaisselle après chaque repas, puis ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à un foyer de groupe de centre jeunesse, là, pour de vrai, là. Puis, c'est ça. Mais toi, t'as resté là. Après ça, comme tu disais, c'est le foyer de groupe après qu'ils t'ont signalé. Donc, ils t'ont mis dehors parce qu'il y avait des inquiétudes au niveau de ta santé mentale, des risques suicidaires, c'est ça? Oui. Mais en fait, c'est simplement, puis tu sais, je veux dire, jamais je vais rire du suicide, jamais je vais dénigrer ou minimiser, normaliser non plus, dans le sens où c'est simplement que dans mon cerveau, moi, cette remarque-là avait rien de débilitante. C'était simplement de dire que, en fait, statistiquement, on va tous mourir de quelque chose. Parce que moi, dans mon cerveau, ça a été une remarque, ça fait normal, mais c'est ça, je dis, souvent on me disait que j'étais différente, que j'étais folle, je disais des niaiseries, puis je me sentais pas pareil comme les autres. Donc c'est un peu pour ça, quand je parle qu'aujourd'hui je suis certaine d'avoir un Asperger, et je précise, j'ai un Asperger, je ne suis pas une Asperger, c'est que justement le fonctionnement de mon cerveau va m'amener à faire des constats logiques qui socialement sont peut-être pas vraiment acceptés. Mais qui pour moi, en fait, c'est simplement une logique, parce que socialement, on a un peu plus de difficultés d'entrer en contact. Oui, je comprends un peu qu'est-ce que tu veux dire. Tu sais, justement, des fois, moi aussi, j'ai donc de faire des remarques un peu salaces, un peu déplacées pour, mettons, du monde de ma famille. Mais regarde, c'est ça, ça fait partie de... Juste des fois, il y a des choses que je sors dans le podcast là, que je le réécoute après puis je me dis, ça, ma mère, elle n'aimera pas ça. Mais c'est ça, ça fait partie de ma personnalité un peu. Fait que j'imagine que c'est un peu la même chose pour toi, sauf que là, en plus, tu as tout l'entourage qui réagit. Fait que là, c'est ça, dans ce contexte-là, ensuite, tu as été envoyé en centre jeunesse? Oui, dans le fond, le 17 février, je rentrais à l'Escale, centre jeunesse pour filles, à l'unité multi, qui aujourd'hui ne s'appelle plus comme ça, en fait. Donc, à l'unité multi, qui était l'unité d'évaluation 30 jours volontaire, encore une fois. Donc, certains y allaient quand même par processus juridique, mais moi, c'était volontaire. Mes parents et moi avaient signé, dans le fond, un peu le même principe qu'on avait décidé d'aller au centre d'hébergement Sainte-Foy, que finalement, là, on s'est replié sur une autre possibilité. Possibilité qui, en fait, au lieu de durer 1 mois, a duré 2 mois pour repasser en cours pour qu'on dise à mes parents que j'avais de graves troubles comportementaux et qui recommandait un placement d'1 an. Donc, 1 an qui, en fait, 1 mois qui a duré 2 mois, qui a duré 1 an, qui a duré 4 ans. Donc, je suis rentrée à 14 ans et je suis sortie à peu près à mes 17 ans et demi. Et j'étais à ce moment-là plus maganée qu'au moment que je suis rentrée.
Puis ça, tu disais que tu étais allé en cours. Fait qu'au début, vous avez signé volontaire, puis après ça s'est transformé en ordonné ou? Oui, en fait, si, à moins que ça ait changé, si je me trompe, dans notre temps, c'était un 30 jours volontaire qui se pouvait signer, donc pour une évaluation. Puis suite à l'évaluation, il y avait entente, soit pour un placement, soit pour mais il fallait que ce soit entériné par la Cour à partir d'un certain temps. Tu sais, je sais pas si c'est 3 mois, 6 mois, 1 an, mais tu sais, il fallait que là, ce soit entériné parce que tu ne pouvais pas faire de mesures volontaires. Là. Mais l'évaluation va durer 2 mois. Il m'avait fait rencontrer des psychiatres. C'était la première fois de ma vie que je voyais des psychiatres. Mais ce que j'avais trouvé et ce que aujourd'hui je trouve encore aberrant, c'est que bon, l'éducateur met dans une enveloppe ses notes qui sont remises au transporteur, qui les remet à la secrétaire, qui les remet au psychiatre. Puis pendant que le psychiatre te demande comment ça va, mais que tu réponds sans savoir trop qu'est-ce que tu réponds, il lit. Puis après ça, il fait une prescription, il dit c'est parfait, on s'en va dans 1 mois. Donc, il met ça dans l'enveloppe qui redonne à sa secrétaire, qui redonne au transporteur, qui redonne à l'éducateur. Donc, ça, c'était mes rencontres psychiatres. Mais ça induit des gros biais cognitifs aussi, de voir qu'est-ce que l'autre pense. Tu as comme un biais d'ancrage, puis un biais de contamination où est-ce que la personne se forme des premières impressions basées sur ce que l'autre a écrit, puis qu'inconsciemment, elle tasse des informations de ce qu'elle voit pour comme fitter avec ce que l'autre disait, là. Oui, mais en fait, c'est de l'interprétation pure et simple. Je veux dire, il n'y a personne à part moi-même qui peut te le dire comment je me sens. Si j'ai de la misère à te le dire, aide-moi à te le dire. Mais ne le dis pas à ma place. Tu sais, donc, il y avait l'interprétation de l'éducatrice ou l'éducateur sur mon comportement. Ensuite, il y avait l'interprétation du psychiatre sur l'interprétation de l'éducatrice sur mon comportement. Et par la suite, il y avait l'interprétation de l'éducatrice des conclusions, des interprétations du psychiatre, des interprétations de l'éducatrice sur mon comportement. Fait que c'est donc, ça marche pas du tout. Là. C'est là qu'on obtient beaucoup d'erreurs de diagnostic, puis de beaucoup de stigmatisation, puis de, comme Jessica aime le dire souvent, l'effet golem, là, où est-ce qu'on s'enfonce dans un genre dans les attentes de ce que les autres ont de nous, puis qu'inconsciemment, on se transforme pour matérialiser, se conformer aux attentes des autres, là. Oui et non, parce que j'ai jamais vraiment voulu me conformer. Ça, je crois que c'est un trait de personnalité à moi. Dans le sens, quand on parle de conformer, c'est que moi, j'étais qui j'étais, puis c'était comme ça, pas dans le sens que je m'affirmais, mais je ne vais pas changer. Tu sais, je veux dire, j'étais Émilie Roy. Bon, j'ai un petit côté un peu ridicule quand je fais des blagues. Tu sais, bon, il y a comme toutes plein de choses comme ça. Mais le fait qu'il m'attribue une étiquette, ça ne change rien pour moi. Tu sais, il me disait tout le temps, parce que moi, j'ai été diagnostiquée également, justement, suite à ces processus-là. On m'a diagnostiquée illégalement à 14 ans. Trouble de personnalité, limite sévère. Donc, c'est parce que, OK, puis on me disait tout le temps, t'es une TPL, t'es une TPL, t'es une TPL, t'es une TPL. C'est parce que ton disque erroné, à un moment donné, malheureusement, chez certains, ça va rentrer. Mais moi, dans ma tête, c'était comme, non, je suis pas TPL. Par contre, à un moment donné, j'ai fini par le dire. Tu sais, au début, je voulais pas, mais à un moment donné, je finis par dire, je suis TPL. Puis aujourd'hui, je suis contente d'avoir pu redéfinir ça parce qu'on n'est pas notre diagnostic. Je ne suis pas mon diagnostic. Ça fait partie de ma personnalité. C'est une partie de moi-même. Mais ce que je voulais dire tantôt, c'est, as-tu l'impression que ces interprétations-là mettaient les intervenants dans une position de méfiance, puis que ça aurait pu engendrer des comportements chez toi? Bonne question. En fait, pour être franc, j'ai jamais réfléchi vraiment là, à cet aspect-là parce que déjà, tous les intervenants sont suspicieux envers nous. Donc, j'ai un diagnostic ou non, je pense que ça ne change rien. La seule chose, c'est que, vu qu'il disait que j'étais TPL, que je faisais des crises puis de l'automutilation, c'est que dès qu'il y avait des signes, et je dis bien signes entre guillemets, vous ne pouvez pas les voir, mais signes entre guillemets, d'une crise, par prévention, il m'envoyait en isolement. Au début, c'était le cubicule qui était à l'arrière. Par la suite, ça a été la chambre 3R. Et à un moment donné, ils ont fini par carrément m'envoyer au central en haut, là, au niveau des cubicules là, gérés par les agents d'intervention. Donc, c'est la seule chose peut-être que je te dirais, c'est que le fait qu'on leur a dit que je pouvais faire des crises, que j'allais me mutiler, dans le fond, eux autres, au lieu de gérer ça juste par un retrait de 30 minutes, tu respires, tu prends le temps, tu reviens, ben, tout de suite, ils appliquaient les mesures plus extrêmes. Puis ça me fait penser un peu, tu sais, moi aussi, j'ai fait un petit bout en centre jeunesse, puis les règles étaient
complètement absurde. Je ne sais pas si toi, ça pouvait provoquer des crises chez toi, mais moi, ça a provoqué beaucoup de crises, le fait de me faire dire que on ne pouvait pas demander d'aller fumer dehors. Il ne fallait même pas essayer d'orienter l'intervenant pour aller fumer dehors, genre poser une question, vas-tu dehors bientôt? Parce que sinon, c'était tu t'en allais en isolement pour un bon 3 heures. Là. Je ne sais pas si toi, il y avait des règles stupides comme ça qui faisaient en sorte que ça te faisait plus péter ta coche. Non, puis ça, bizarrement, c'est un côté positif chez moi parce que la routine. Donc, j'avais un horaire, je savais en quoi m'en tenir à chaque moment de la journée. Donc, oui, c'est contraignant. Je veux dire, la putain d'heure qu'on passe avant le souper, là, de 4h30 à 5h30, genre, elle me faisait chier dans ma chambre, là. Tu sais, la chambre est tellement petite que, écoute, à un moment donné, tu vires fou à tourner en rond. Fait que, tu sais, c'était plus les endroits, le milieu et les gens qui étaient contraignants que l'horaire. Parce que l'horaire me permettait d'être rassurée. Je savais que, bon, le mardi, le mardi, c'est la réunion d'équipe, fait qu'en après-midi, quand on en revient, tu sais, il y a tout, tu sais, c'est toutes des choses de même. Le jeudi soir, on avait le sport. Le mercredi, c'était la socio. Tu sais, c'est comme, OK, je sais pas pourquoi je m'en rappelle, mais c'est un peu bizarre. J'avais jamais repensé à l'horaire avant aujourd'hui et je m'en rappelle encore, ce qui doit être un dû de mon choc post-traumatique. Désolée. Mais c'est toutes des petites choses de même, je me rappelle, qui, moi, m'ont aidé. Parce que c'était statué. Je me réveillais pas le matin en me disant « Fuck, c'est quoi qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que faut que je fasse ça? » Il n'y avait plus cette anxiété au niveau de l'horaire. Donc, ça, pour moi, ça a été positif qu'il y ait un horaire. Par contre, j'avoue qu'il aurait pu être un peu plus flexible à certains moments. Mais c'était plus les gens et les endroits qui étaient contraignants pour moi que l'horaire et les activités. Puis au fil du temps, est-ce que tu as réussi à développer des mécanismes d'adaptation pour éviter l'isolement? Non. C'est un peu raide comme réponse, mais non. C'est impossible. Je veux dire, en fait, j'ai longtemps réfléchi à comment est-ce qu'ils ont essayé de m'empêcher de m'automutiler ou de faire des crises. Puis en part des systèmes de récompense, genre, j'ai pas fait de crise dans la journée, j'ai droit à 15 minutes toute seule à quelque part, genre pour dessiner, tout ça. J'ai jamais eu vraiment d'informations à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu sais, dans le sens qu'il y avait les crises, mais on me disait, si tu n'en fais pas, tu es récompensé. Si tu fais une crise, je t'ai envoyé en isolement. Donc, il manquait un bout là-dedans, dans le fond. Fait que, tu sais, non, j'ai pas vraiment réussi à m'adapter. Puis au contraire, ça l'a dégénéré. Parce qu'au fur et à mesure qu'on m'envoyait en isolement, ben moi, à un moment donné, c'était rendu les protocoles, c'était 1 heure, la porte fermée, la porte barrée, les lumières fermées. Lorsque j'avais fait 1 heure calme, là, il rouvrait la lumière. Lorsque j'avais fait 1 heure calme, il débarrait la porte, mais la porte restait fermée. Lorsque j'avais refait 1 heure calme, il ouvrait la porte. Mais à tout moment, dès qu'il suspiciait un événement ou une agitation, on recommence à zéro. Donc, chez moi, ça a développé un choc post-traumatique et ça l'a amené que lorsque juste l'intervenante prononçait le mot « agent », c'était fini. Déconnexion dans ma tête. Je savais où j'allais finir. Fait qu'aussi bien y aller en grand. Excusez là, l'expression, mais on va y aller de même. Écoute, je suis pas fière de ce que j'ai fait. Jamais je vais l'être. Mais qu'est-ce que j'en ai saccagé des affaires? Parce que la seule moyen que j'avais, avant de rentrer en isolement puis de me retrouver là, dans cette pièce-là, toute seule, dans le noir, c'était là, il fallait que ça sorte là. Écoute, j'ai déjà réussi à péter une vitre incassable. J'ai aucune idée comment j'ai fait. En fait, souvent, on appelle ça les montées d'adrénaline, là, dans les survies, tout ça, mais ça allait jusqu'à ce point-là. Par contre, je me rappelle pas d'avoir agressé quelqu'un. Il y a une seule fois où est-ce que une agente, j'ai voulu lui voler ses clés, parce que pour moi, les clés, c'était la liberté. Donc, j'ai fait une clé de bras, puis je l'ai comme à côté au mur. J'ai voulu voler ses clés. Donc, c'est la seule fois où c'est envers quelqu'un d'autre que j'ai eu un geste agressif et j'ai payé, oui, avec le tribunal. Donc, mais c'est ça. Ça l'a augmenté, puis les crises étaient de plus en plus. Donc, j'ai déjà passé un total environ de 3 semaines d'aller et retour entre l'isolement central, dans le noir barré, tout ça. Puis à un moment donné, ils ont retransféré dans l'isolement d'unité. Puis finalement, on en retournait dans l'isolement central et tout ça, jusqu'à ce que le cadre est rentré, puis il a fait « Non, OK, c'est parce que c'est inhumain, là. » Il dit « Non, moi, je la sors de là. » Il dit « Je la laisse plus là, ça n'a plus de sens. » Donc, il a fait venir, puis je m'en souviens, de l'éducatrice qui a fait venir, dans le sens où est-ce qu'on a joué au basket, puis je me souviens qu'elle avait des talons hauts. Tu sais, des semelles compensées qu'on avait dans le temps.
Donc, puis qu'on a joué au basket parce que le but, c'était pas que je fasse des réflexions. C'est que là, il fallait qu'il me sorte de ce roue-là. Fait qu'elle était là pour qu'on me change les idées. Fait qu'on avait joué au basket, genre dans la cour. Il y avait la grille tout le tour, puis on jouait 21, puis je me souviens avec ces semelles qu'on pensait. Donc, tu sais, j'ai des souvenirs comme ça qui me reviennent, que c'est pas nécessairement négatif, qu'il y a des choses qui vont faire rire. Tu sais, mais je peux pas leur en vouloir. Parce que c'est pas... C'est la politique. C'est la politique du centre jeunesse. Ils sont pas équipés pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Fait que l'éducateur ou l'éducatrice, lui, son seul recours, c'est de décrocher le téléphone puis d'appeler un agent. Parce que lui, l'éducateur ou l'éducatrice n'a pas le droit de me toucher. Il n'a même pas le droit de me prendre par les épaules pour m'asseoir sa chaise. Ça, c'est les agents. Puis les agents, un coup qu'ils appelaient, c'était fini. T'sais. Mais je peux pas leur en vouloir. Longtemps, j'ai cru que je leur en voulais, puis non. J'y reparlais des éducateurs. J'y reparlais à une agente d'intervention même récemment. En fait, ça m'a marqué. Puis, non, je leur en veux pas. J'en veux au système. Ben oui, parce que c'est le système qui veut pas pour fonctionner est mal fait. C'est comme que j'ai déjà dit dans un des épisodes, le système est fait pour servir le système, malheureusement, pas ceux qui vivent dedans. Non. En plus que les médicaments qu'ils m'ont donnés, là, c'était du Seroquel dans le temps. Puis aujourd'hui, il y a des études qui démontrent que le Seroquel en continu, donc en dose régulière, là, crée des crises chez certaines personnes. Donc, on me donnait du Seroquel pour éviter les crises. Je faisais des crises, on augmentait le Seroquel qui me faisait faire des crises. Puis donc, tu comprends la roue. Mais ça, je me demandais justement, as-tu eu, parce que tu sais, tantôt, tu parlais des manifestations du stress post-traumatique qui commençaient à augmenter avec les isolements. Est-ce que ton psychiatre a été capable de constater ça? Non. Moi, quand je sortais à 17 ans, je suis revenue chez mes parents. Puis, je suis revenue, c'est un grand mot, là. Sur les papiers, je suis revenue chez mes parents. Mais je faisais la rue, l'itinérance, je me piquais. Donc, je consommais de la cocaïne intraveineuse. Ça a duré, malheureusement, jusqu'à mes 18 ans et demi. Mais, malgré tout ce que j'ai vécu, j'ai fait une demande à 17 ans et demi. Donc, 6 mois après ma sortie, je les ai suppliés à l'urgence sociale de me replacer au centre jeunesse parce que j'étais en train de me tuer. Et la réponse, tu vas avoir 18 ans dans 6 mois, c'est pas un bon investissement. On m'a redonné mon sac à dos, mes seringues, ma drogue, mes capotes et sont venus me porter au terminus Beauport. Donc, non, j'ai pas eu... Moi, quand je suis sortie, j'avais pas de suivi. Le pédopsychiatre, il arrêtait à 18 ans, mais il était relié au centre jeunesse, donc j'avais pas de suivi. Aucune demande qui a été faite. Ce qui m'a sauvée, c'est la maison Dauphine. Parce qu'il faisait partie de la clinique jeunesse, c'est 14-25, si je ne me trompe pas. Donc, j'avais pu avoir une médecin là. Mais tu sais, déjà, c'était bon que j'avais une médecin, là. Mais des professionnels et tout ça, non. Puis de toute façon, je n'étais pas vraiment en état d'en avoir, je vais être franche, là. Avec les expériences que moi, j'avais vécues, je ne voyais pas l'importance d'aller dans un bureau pour que quelqu'un me parle même pas, m'écoute même pas. Par contre, quand j'ai voulu arrêter de consommer, la travailleuse sociale, là, ils m'ont envoyé à Shawinigan. Puis j'avais été hospitalisée pendant ce moment-là et je me souviens que le médecin de l'urgence a parlé d'un choc post-traumatique. Et c'est le seul qui en a parlé. Mais j'ai aucune trace. Donc, tu sais, je sais pas pourquoi. J'ai dû passer en travers des mailles du filet. Est-ce que simplement, genre, j'en parlais pas de la bonne manière, je m'exprimais pas bien, donc c'était pas facile à voir, ou je peux pas le savoir. Tu sais, je peux pas revenir non plus. Là, aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai un service. Là. J'ai même eu récemment une psychologue spécialisée en la thérapie EMDR, enfin. Donc, excusez-moi, enfin, c'est que je n'ai eu plusieurs qui me disaient déjà d'entrée de jeu à la première rencontre, « Ah, je suis pas spécialiste là-dedans. » OK, c'est parce qu'elle est pour là, ma demande. Peux-tu, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ça, c'est quoi la thérapie EMDR? En fait, c'est par le mouvement des yeux et aussi par la transmission au niveau des hémisphères cérébrales. C'est la désensibilisation à l'événement. Un choc post-traumatique, en fait, c'est que ton cerveau est encore coincé à l'événement. Donc, pour moi, actuellement, aujourd'hui, midi 35 ans, je suis assis dans mon bureau devant l'ordinateur, mais mon cerveau, lui, est encore dans les en état de panique. Parce que j'ai un choc post-traumatique. Le but, c'est de revivre ces événements-là. Puis, il y a une manière de désensibiliser et de transférer les informations, donc du côté émotionnel à plus rationnel. Donc, le switch permet de digérer l'événement, ce qui va réduire les impacts du choc post-traumatique chez les gens.
OK. Hey, Puis, c'était as-tu pas pire, hein? essayé d'autres thérapies en lien avec le stress post-traumatique? Non, parce qu'à 18 ans, j'appartenais au Faubourg Saint-Jean. Faut pas oublier que j'ai été diagnostiquée de trouble de personnalité limite sévère. Donc, lorsque tu atteins tes 18 ans, tu appartiens au Faubourg Saint-Jean, qui est le centre de traitement des troubles de personnalité limite au Québec. Je leur enlève rien. Sûrement que ça fonctionne pour les personnes qui ont vraiment un trouble de personnalité limite. Dans mon cas, ça a été plus la catastrophe tout le long que j'étais là. Dans le sens que c'est des rencontres, t'as l'hôpital de jour qui est comme tous les jours pendant tant de semaines. Sinon, tu as les grands suivis jusqu'au suivi de 3 ans. En tout cas, bon. Moi, ça n'a jamais fonctionné. Donc, j'appartenais à eux. Et justement, le fait que j'appartenais à eux, dès qu'une demande était émise par un médecin, elle était bifurquée à eux. Donc, je ne pouvais avoir aucun service annexe, même pas de groupe de discussion. Donc, c'était vraiment comme ce qu'on appelle le couloir Faubourg, là. Ça, c'est vraiment malheureusement ce qui va beaucoup enlever des possibilités à des jeunes. Puis quand je dis jeunes, c'est qu'à 18 ans, tu ne connais pas tous tes droits encore, pour certains, pour la plupart en fait. Donc, tu ne connais pas tes droits, tu ne sais pas que tu peux faire valoir que tu as droit à d'autres services en dehors. Puis c'est vraiment difficile de faire appliquer. Puis ça, c'est en quelle année que tu as eu droit à ces services, en tout cas, si on peut appeler ça des services, là? À partir de décembre 2005, je leur appartenais. Puis je tiens à dire que le terme n'est pas exagéré, là. Je leur appartenais. Parce que je me présentais, parce qu'il ne faut pas oublier que je n'ai pas arrêté de m'automutiler pendant toutes ces années. On augmentait avec un choc post-traumatique qui me fait faire des crises, des dissociations affectives, plus la drogue, plus la prostitution, plus l'itinérance. Donc là, on est rendu avec un bel amalgame, là. Donc, je rentrais à l'hôpital assez fréquemment, les bras assurés. Mais parce que j'appartenais au Faubourg, c'était 72 heures. Donc, au bout de 3 jours, peu importe mon état, c'était bye-bye, on t'ordonne ton sac et tu t'en vas. Ils savaient tous que j'allais rentrer le soir même, j'avais arraché les poings, je m'étais recoupée, puis on recommence. Mais la procédure fait que j'appartenais au Faubourg, donc je n'avais pas le droit d'être hospitalisée. Parce que le Faubourg considérait qu'il fallait responsabiliser les gens sur leur comportement. Encore là, je me demander c'est quoi les traumas en arrière de ça. C'est ça, tu sais, il faut responsabiliser la personne de son comportement, mais OK, c'est parce que tu me responsabilises comment? En me démontrant que peu importe ce qui se passe, genre, tu fais juste me faire répéter la même erreur à chaque fois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse « Ah, mais je suis correct de faire cette erreur-là. » Mais c'est ça. Par contre, aujourd'hui, même moi, je vais référer au Faubourg, parfois. Donc, quand vraiment, tu sais, des jeunes qui s'identifient aussi, il y a beaucoup ça, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à leur diagnostic. Donc, une personne qui vraiment se considère comme étant une TPL ou un TPL, je vais lui parler du Faubourg. Parce que si ça n'a pas fonctionné pour moi, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Puis, tu sais, si aujourd'hui, j'ai effectivement raison puis que j'ai un Asperger et non un TPL, ben c'est normal que ça n'ait pas fonctionné dans mon cas. T'sais, donc, même moi, aujourd'hui, à travers des jeunes que je vais rencontrer, moi, je leur parle de toutes les ressources disponibles. Mais c'est sûr qu'au niveau TPL, je leur explique que malheureusement, toutes les demandes qui vont être faites, dépendamment de leur niveau aussi, parce que tu as TPL de trait de personnalité et tu as TPL. Donc, dépendamment, ils peuvent être référés au Faubourg. Puis je leur en parle, mais je ne veux pas en dénigrer. Je vais simplement expliquer c'est quoi. Parce que je sais que ça peut être bon pour certains. Mais dans mon cas, ça a été juste un couloir de l'enfer. Quand tu parlais de l'Asperger, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille que ce serait peut-être ça que tu as? En fait, c'est qu'il y a une personne de mon entourage proche qui m'a envoyé de la documentation sur l'Asperger féminin suite à des investigations dans sa famille. Et cette personne-là m'a dit, écoute, c'est carrément toi. Et je me suis mis à lire. Et ce qu'il y a de nouveau en science, c'est qu'il ne savait pas que l'Asperger était genré. Donc, encore là, il n'aurait pas pu nécessairement me diagnostiquer Asperger féminin, parce que c'est l'Asperger féminin, quand j'avais 14 ans. Fait que dans le fond, de ce que tu expliques, c'est comme si les symptômes diffèrent de si tu es un homme ou une femme? Oui. Le garçon va être plus introverti et des difficultés de langage. Chez la fille, on va constater une évolution au niveau du parler, donc du verbomoteur, qui va s'extérioriser avec l'âge. Il y a de l'impulsivité. Donc, souvent, on va avoir des comportements automutilatoires. Mais ce qui reste pareil dans les deux cas, en fait, c'est la réflexion plus intellectuelle. Les difficultés sociales sont quand même présentes, même si chez la femme, on va s'habituer plus en façade. Ça va donner l'impression qu'on est capable de s'intégrer. Mais c'est ça. Donc, la différence vient vraiment au niveau des comportements plus externes à la personne, qui sont totalement opposés chez un garçon ou chez une fille.
Il me semble aussi qu'il y avait des petites différences au niveau, c'est ça, comme tu le disais, l'introverti versus extraverti. Il y a des différences au niveau des relations interpersonnelles, qui est souvent un des symptômes les plus observés chez les personnes qui ont ça fait partie du trouble du spectre de l'autisme, là. La science évolue, puis les choses changent, puis on change les catégories, puis on change les noms. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Non, c'est ça, tu sais, mais si j'aurais pas été à l'escale, est-ce que les médecins auraient été plus loin pour chercher? C'est la question comme à se poser. Est-ce que l'escale s'est arrêté à un TPL? Parce que, tu sais, je vais y aller comme ça, je peux pas dire que c'est l'exactitude 100%, mais on calcule qu'en moyenne, 80% des filles qui passent par les centres jeunesse sont diagnostiquées de troubles de personnalité limite et médicamentées. Tu sais, on s'entend, j'étais à quelques pourcents, là, plus ou moins, dans le sens où ça dépend des études, ça dépend des codes déclarés et tout, mais la plupart et la majorité des filles qui se passent par les centres jeunesse sont diagnostiquées de troubles de personnalité limite. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils s'arrêtent au premier diagnostic visible? Je pourrais jamais le savoir. Est-ce qu'il y a une personne qui aurait pu diagnostiquer un trouble du spectre de l'autisme plus jeune, qui aujourd'hui, on aurait pu savoir que c'est plus un Asperger féminin? Ça, je peux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que présentement, moi, je suis certaine que c'est un Asperger féminin parce que je me comprends. Puis ça fait 5 ans que je me comprends, ce qui est un peu bizarre à dire, mais que je comprends que des fois, les choses que je dis, des fois, je sors de quoi, je fais comme, oups, désolé, filtre social défectueux. Parce que, oui, il y a des choses que je vais dire que je n'ai pas catché sur le coup, ça se disait pas. Mais maintenant, je me rends compte, je fais comme, excuse-moi, filtre social défectueux. Ou bien, quand je suis fatiguée, que j'ai moins de contrôle sur le verbomoteur, sur l'anxiété, que je suis calmée lorsque je suis dans un camp. Tu sais, plus familier, quand je vais faire l'épicerie, que genre rendu à la caisse, je suis tellement fatiguée parce qu'il y a du son, il y a de la musique, il y a les gens qui parlent, il y a les gens qui passent autour de moi, il y a la lumière, il y a les... Écoute, là, je me comprends. Fait que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux comme dire que je suis quasiment sûre. Mais la plupart des médecins à qui j'ai demandé si je peux faire envasser le diagnostic m'ont dit, ben, tu veux vraiment te rembarquer là-dedans? T'es stable aujourd'hui, ça sert à rien, c'est juste un nom. C'est juste un mot. Tu sais, moi, j'ai goût de leur répliquer, OK, si c'est juste un mot, change-le. Pourquoi c'est à moi d'accepter le mot que tu as donné? Mais en même temps, ça se peut-tu que ce diagnostic-là, il n'y ait pas vraiment de médicaments pour à te vendre pour t'aider à manager tes symptômes? Au niveau de l'Asperger? Mm-hmm. Ben, en fait, c'est que je prends des médicaments, oui, mais les médicaments, c'est pas la solution. C'est la béquille qui amène à utiliser une solution. Donc, je veux dire que, comme là, moi, j'ai des médicaments qui sont calculés comme étant des antidépresseurs. Mais c'est que je n'ai un que c'est un sérotonidien. Donc, c'est dans le fond, il développe la sérotonine au cerveau. Donc, ça donne énergie. Puis, je n'ai un autre qui, lui, c'est la noradrénaline. Donc, il me redonne encore plus d'énergie. Mais en théorie, c'est donné pour les personnes qui ont des dépressions ou des troubles comportementaux ou anxieux. Mais dans mon cas, moi, on me le donne parce que j'ai pas d'énergie due à une fibromyalgie résultant d'un choc post-traumatique. Donc, ça me permet de tenir une journée. Fait que quand je dis c'est une béquille qui permet d'aller à la solution, reste que si j'ai plus d'énergie, même si c'est pas pour ça, même si c'est pas le l'Asperger, ça me permet d'avoir de l'énergie. Donc, ça me permet de sortir de chez moi, d'entrer en contact avec des gens, d'avoir l'énergie d'entrer en contact avec les gens tout en étant consciente que j'ai encore comme le stress. Mais au moins, ça me permet de le faire en étant en forme et d'entrer à une meilleure communication, de participer à des activités. Donc, c'est pas ça qui va faire que je vais aller bien. C'est ça qui va faire que j'ai l'énergie pour faire ce que j'ai à faire pour aller bien. Oui, c'est comme un outil pour accéder à l'outil suprême. Exactement. Tu sais, je dis pas que les médicaments n'ont pas lieu d'être parce que je veux dire, j'en prends puis il y en a que j'ai besoin. Je veux dire, je le reconnais. J'ai un médicament que je dois prendre des fois le soir pour mon choc post-traumatique parce que sinon je fais des terreurs nocturnes toute la nuit. Je le reconnais que ce médicament-là, je n'ai besoin. Par contre, c'est pas parce que je fais des terreurs nocturnes à certains moments que je dois prendre ce médicament-là tous les jours et obligatoirement pendant des années parce que c'est une béquille lorsque ça arrive. Mais c'est une béquille qui peut être utilisée à long terme, mais reste que c'est un outil. Dans le sens où moi, ce que j'ai besoin, c'est de l'énergie pour pouvoir faire ce que j'ai à faire pour aller bien. Une autre personne, ça va être autre chose. Mais tu sais, mettons, ce que je voulais dire surtout, c'est que ces médicaments-là te sont donnés pour traiter des symptômes qui sont plus dépressifs. Mais tu sais, un médicament pour t'aider à réduire l'input de tes sens, ça comme tel, ça n'existe pas.
Puis, tu sais, j'ai Non. l'impression qu'avec l'Asperger, ce serait probablement un médicament comme ça qui aiderait à réduire tu sais, tout le stimuli que tu as, mettons, quand tu vas à l'épicerie, puis tout, puis de rendre ça gérable, tu sais, mais ça, des molécules comme ça, j'ai pas l'impression que ça existe encore. Ils peuvent donner des tranquillisants, des anti-anxiolytiques, des benzos. Donc, c'est sûr que ça peut être une manière de créer une certaine inhibition. Mais reste que d'un autre côté, je veux dire, à un moment donné, on s'habitue. Tu sais, à un moment donné, il faut vivre avec ce qu'on est. Moi, je le sais. Donc, je sais que je n'irai pas faire l'épicerie toute seule parce que c'est clair que je fais une rangée, je ramasse ce que j'ai besoin et je ressors. T'sais. Mais j'y vais avec mes parents. Donc, j'ai trouvé un outil supplémentaire. Puis, tout ce que mon père fait, c'est il pousse le panier. C'est nono à dire, là. Mais il pousse le panier, mais quand je m'en reviens et que je le vois qui est là, j'ai un ancrage. Donc, un ancrage qui fait que je peux me déconnecter du reste, je me concentre, puis des fois, ben, j'y parle tout le long parce que je suis nerveuse. Mais ça permet d'avoir l'ancrage. Donc, est-ce que vraiment je voudrais un médicament qui enlèverait tout ça? Parce qu'en fait, c'est mon cerveau dans la manière qu'il le traite. Donc, si tu me donnes un médicament pour modifier ça, c'est que tu viens modifier mon cerveau. Est-ce que je veux vraiment que mon cerveau soit modifié? Tu sais, donc, c'est comme, OK, je vais vraiment dans le profond, dans les réflexions, mais c'est des réflexions que moi-même, j'ai eu à un moment donné de dire, OK, à quel point je voudrais être normale, entre guillemets, parce que malheureusement, la société considère la normalité. Non, j'ai mes moyens, je découvre mes moyens, j'apprends à me connaître, je fais mes erreurs, je fais mes réussites. Puis c'est comme ça parce que je ne vois pas un médicament qui ferait ça. Parce que c'est le sensoriel, c'est juste qu'on le ressent plus. On l'enregistre, c'est qu'on traite tout en même temps. Donc, c'est vraiment, au lieu de traiter un signal à la fois, on les traite tout en même temps. C'est ça qui fatigue. Puis sinon, dans ton parcours, tu sais, tantôt, tu parlais, par exemple, de la Maison Dauphine. Est-ce que tu as eu un intervenant qui a eu un impact significatif, positif pour toi? Oui. Ça me fait rire. Ben, je ris, c'est parce que je suis sûre qu'elle ne m'en voudra pas de dire son nom. C'est Geneviève. Cette intervenante-là, je l'ai connue quand j'étais ado, je fuguais. J'ai à la Maison Dauphine. Puis quand j'ai eu 18 ans, elle continue d'être là pour moi. C'est elle qui m'a aidé à trouver la thérapie où j'ai arrêté. Puis même quand je suis rentrée en thérapie pour l'arrêt de consommation, elle est venue me voir là-bas. C'est une personne qui croyait en ce qu'elle faisait, qui croyait en qui j'étais. En fait, elle me dit tout le temps, j'ai juste vu ce que toi, tu voulais pas voir. Parce que moi, je disais, toi, tu as vu que j'étais capable. Elle dit non, j'ai juste vu ce que tu pourrais pas voir. Puis, cette femme-là, écoute, le pire, c'est que je l'ai revue par la suite parce qu'à un moment, elle a dû quitter son poste. Donc, il y a comme une légalité de 3 ans, tu sais, vu que c'est un organisme communautaire. Et on s'est revus. Puis, cette femme-là m'a sauvé la vie aussi. Là. J'ai arrêté de consommer, puis, tu sais, elle a été là pour moi. Puis, oui, à la Dauphine, là, ils ont fait plus pour moi à la Dauphine dans quelques années que tout ce que le système a pu faire pour moi. Parce que ces gens-là ont eu confiance en moi, parce qu'elle a eu confiance en moi. Mais de tout ton parcours au centre jeunesse aussi, ou à l'école, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup à l'école comment ça se passait, mais est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont pu t'aider aussi? Oui, il y en a eu un éducateur. Cet éducateur-là, lui, sa manière de fonctionner, c'est je te fais confiance, mais si tu me chies des mains, c'est la dernière fois. Alors, cet éducateur-là, c'est le seul à lequel j'ai pas chié dans les mains pendant 4 ans. Lui, il avait compris que j'utilisais ma tête, que j'avais besoin d'utiliser l'intellectuel parce que je n'étais pas capable de vivre l'émotionnel. Il avait réussi à ce que j'aille dans l'isolement lorsque je revenais à l'unité. L'isolement de l'unité, j'avais le droit à un jeu d'échecs. Tout le monde m'avait dit que j'allais juste pitcher le jeu d'échecs partout. Non. On a réduit quasiment de, je dirais, une moitié les isolements, juste parce que j'avais le droit à un putain de jeu d'échecs un coup que j'étais rendue à l'unité. Parce que j'utilisais mon cerveau, des dessins, des crayons, des papiers, toutes ces choses-là. Lui, il a été là pour moi. Puis, sérieusement, j'aimerais ça un jour l'avoir et je vais le redire parce que je le dis souvent. Mais lui, il m'a compris. Puis, à un moment donné, j'étais même au sécuritaire. Donc, tu es dans les grilles, là. Puis, quand j'avais fait une bonne journée, parce qu'on s'entend qu'il ne ferait pas ça si j'étais en crise quand même. Donc, après qu'il ait soupé, s'il était dans le bureau, il me disait « Ah, ils envoient Émilie, on va me chercher une canette de liqueur. » Puis on partait, on allait chercher une canette de liqueur qui était en dehors des portes, mais à l'intérieur. Puis ensuite, on allait fumer une cigarette à la réception à l'extérieur. Et jamais je voyais chier les mains, lui. J'aurais pu partir à courir quand je voulais. Pourquoi je l'aurais fait? Parce que lui, il me respectait. Donc, oui, il y a eu cet intervenant-là que, écoute, je le louange tout le temps parce que je trouve que ces méthodes sortent du cadre, mais qui sont quand même adaptées à la situation. Ça permet, par certaines petites dérogations, d'encourager le jeune
à croire en lui, à découvrir des facultés, puis aussi à trouver des moyens pour se maintenir. Puis, tantôt, tu parlais de toutes tes implications communautaires que tu as eues. Comment ça a commencé, ces implications-là? Ça a été quoi le déclic qui a fait en sorte que tu as voulu t'impliquer autant? Ben, en fait, disons que j'ai eu des périodes difficiles. Même après la sortie, là, ça ne se règle pas en claquant des doigts, tout ça. Donc, en fait, c'est que c'est sûr que je ne l'ai pas eu facile en sortant de là. À partir de 2009, c'est ce que j'appelle ma date de résurrection, de renaissance, où j'ai arrêté de m'automutiler, de faire des tentatives de suicide. Je me suis écœurée, en fait, pour être franche, que genre personne ne veuille m'offrir des services. Fait que j'ai essayé de prendre un peu tout, partout. Tu sais, dans le sens, là, telle place, ça n'a pas marché. Par contre, ça, j'aimais bien ça. Bon, tu sais, comme un rafistolage un petit peu maison de thérapie pour me contrôler. Donc, ça, c'est en 2009. En 2013, j'ai fait la demande, 2013-2014, j'ai fait la demande à la Maison Mère-Frédéric à Québec. Puis, comme je leur ai dit, j'ai déjà fait mon chemin. J'ai déjà mis caillou, mais j'aurais besoin d'aide pour finir l'asphalte. Tu sais, genre, il y a des choses que je ne pouvais pas par moi-même. Donc, je suis passée par la Maison Mère-Frédéric. Et lors de mon passage, le ROCAGE, qui est le regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec, faisait une demande dans leurs membres pour faire un mémoire sur le renouvellement de la politique québécoise à la jeunesse, donc au gouvernement provincial. Sachant que j'aimais les mots, la coordonnatrice m'incite à rencontrer la personne et à faire comme le texte demandé. Alors, j'ai pris 3 mois pour écrire un mémoire. En fait, on m'a demandé un texte et moi, j'ai écrit un mémoire de 15 pages. Bon, ça, c'est un peu mon côté intellectuel, petit aparté. Et donc, je fais ce mémoire-là et je la rencontre en 2015, la directrice, en fait, du ROCAGE. Puis elle a dit, écoute, ton mémoire est complet. Elle dit, je n'ai même pas pris dedans. Elle dit, je te propose que tu le déposes toi-même. Donc, j'ai déposé mon mémoire et à partir de ce moment-là, j'ai reçu un appel de l'adjointe au premier ministre disant, je veux rencontrer cette jeune-là. Et là, la directrice Sylvie du ROCAGE est venue me chercher. On va la rencontrer et a commencé, j'ai découvert la politique à travers la directrice, donc Sylvie. Elle m'a pris sous son aile pour plein de projets, tout au communautaire, tout pour faire valoir les droits, changer les choses et tout ça. Il y a eu le projet de loi 70 en 2016. Écoute, puis à un moment donné, il y a eu l'EGEP, justement, qui a débuté, qui était partenaire. Donc, elle m'a dit, il faut que tu embarques là-dedans. Il y a eu le mouvement Jeune Santé Mentale où je les représentais aussi. Donc, il y a eu vraiment, à un moment donné, j'étais rendue à 5 organismes, mais elle a découvert chez moi, en fait, elle a vu, je crois, la même chose que Geneviève, quelque chose que moi, je ne voyais pas, que j'étais capable de changer les choses, que j'avais le don de transmettre de l'espoir aux jeunes, de l'espoir aux gens, de faire changer leur mentalité un peu, sans nécessairement les manipuler, juste en exposant des faits, juste en démontrant par le vécu que le savoir expérientiel a sa force. Fait que c'est là que ça a commencé, en fait. C'est long comme histoire, là, mais c'est parce que il y a vraiment comme le contexte plein de tout ça. Je serais curieuse de savoir, ton mémoire, c'est de quoi ça parlait? Es-tu capable de nous résumer un peu ce que ça disait? En fait, le mémoire, comme je disais, c'était pour le renouvellement de la politique québécoise à la jeunesse. Donc, le Québec s'est doté d'une politique de la jeunesse sur différents axes. Tu as l'école, la santé, tout ça. Donc, moi, j'ai raconté mon histoire et à travers mon histoire, je suis allée chercher des segments où est-ce qu'il y a des améliorations qui auraient pu être faites dans ce qui m'était offert. Entre autres, à l'école. Je veux dire, j'étais victime d'intimidation et tout ça, mais c'était moi qu'on sortait de l'école. Donc, tu sais, ça peut paraître dur, mais moi, dans une recommandation par rapport à ça, c'est que arrêtez de punir la victime. C'est pas parce que tout le monde a le droit à un enseignement que vous êtes obligé de le garder dans votre école, l'intimidateur. Il y a d'autres solutions. Tu sais. Donc, il y avait cette partie-là. Il y a eu le couloir du faubourg, bien sûr, que j'ai décrit dans ce mémoire-là, dans le sens que les services étaient complètement comme fermés, donc c'était un couloir. Il y a eu aussi au niveau de la toxicomanie, de l'aide sociale. Donc, tu sais, il y avait comme différents secteurs que je recommandais par rapport à mon vécu. Donc, des choses qui auraient pu changer ma vie. Si jamais vous voulez le lire, dans le fond, sur le site du secrétariat à la jeunesse, il est toujours disponible. Donc, vous cherchez, dans le fond, Mémoire Émilie Roy, puis vous allez le voir. Puis, si vous voulez le lire, en fait, c'est un peu l'histoire jusqu'en 2015, avec certaines analyses peut-être qui aujourd'hui, je dirais, auraient changé, parce que ça fait quand même un petit bout, puis il y a des choses que j'ai comprises un peu mieux. Mais dans ce sens-là, tu sais, je veux dire, c'est vraiment mon histoire. Puis là, avec tout le recul que tu as, là, est-ce que tu es capable de nous dire, c'est quoi qu'on aurait
pu faire, là, le réseau, le système, c'est quoi qu'il aurait pu faire pour t'aider? Qu'est-ce qui aurait vraiment fait une différence pour toi? Je pourrais pas répondre. Pour être honnête, si je veux être honnête, je te dirais, je le sais pas. Parce qu'il y a eu tellement de moments charnières dans ma vie où est-ce qu'une décision aurait pu changer la donne que je peux pas te nommer une chose qui l'aurait changé en entier. Je pense que c'est vraiment, tu sais, si j'irais un peu plus technique, je pense que ça aurait été la communication, d'éviter les silos. Qu'il n'y aurait pas eu de silo entre la maison des jeunes, entre la DPJ, entre mes parents, entre l'école, tu sais, toutes ces choses-là. Tu sais, pas nécessairement qu'ils se parlent librement non plus, parce qu'on s'entend que tu aimes avoir tes petits secrets avec ton travail de rue, mais reste que c'est les retentions d'informations, je pense, qui ont été faites à tous les niveaux. Toutes les fois où est-ce que, puis en plus qu'on ne m'a pas informé, dans le fond, que j'avais le droit de demander que ce soit ajouté ou des choses comme ça. Donc, en fait, si oui, je pourrais dire une chose, connaître mes droits. Ça l'aurait tout changé. Après réflexion, oui. S'il y a une chose qui aurait changé ma vie, c'était de connaître mes droits. Mais ça, malheureusement, si personne ne t'enseigne, tu ne peux pas le savoir. Mais comme je disais, c'est tous des petits endroits charnières qu'il y avait des choses qui auraient pu être faites. Puis je ne peux pas les dénombrer, mais c'est ça. Et avoir su quel droit tu aurais exercé dans le temps? Mon droit à l'information, déjà. J'aurais pu savoir qu'est-ce qui vraiment m'attendait au centre jeunesse. Tu sais, c'est pas genre tu vas 30 jours là puis tu ressors. J'aurais aimé savoir c'était quoi exactement qu'il y allait faire. Mon droit au consentement éclairé, dans le sens où on me donnait des médicaments là-bas, j'avais aucune idée pourquoi je prenais des médicaments. On me donnait des médicaments, je les prenais. Mon droit, au niveau de mon droit humain, donc l'utilisation des isolements à titre punitif est considérée comme étant de la torture au niveau de l'ONU. Donc, chaque fois qu'on m'envoyait en isolement parce que je m'étais mutilée, c'était au niveau des droits de l'homme, de la torture. Ensuite, mon droit de participation. En fait, je n'ai jamais fait un plan d'intervention tout mon parcours. Des plans d'action, oui. Plans d'intervention, non. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que le plan d'action, c'est plus comme à l'unité. Et avec les parents. C'est comme plus des actions qui sont faites au jour le jour, tandis que le plan d'intervention, c'est plus à long terme, donc au niveau d'un placement. Tu sais, sur un an, le plan d'intervention prévoit que, supposons, le jeune devra apprendre à mieux gérer sa médication, mieux gérer ses risques automutilatoires, des choses comme ça. Mais c'est légal, le plan d'intervention. Et théoriquement, donc au niveau de la théorie, le jeune doit être présent. En fait, c'est une obligation, mais j'en ai peu rencontré que le jeune était présent. Mais c'est ça. Donc, j'ai même jamais comme participé à tout ça. Là. Fait que non, mais je dois dire, par contre, j'ai eu de la chance que la première TS qu'on m'a attribuée était en vacances 2 fois par année, 6 mois. Si vous avez fait le calcul, vous avez compris pourquoi est-ce que finalement, c'est l'éducatrice externe qui a demandé d'avoir le dossier en charge parce qu'on ne réussissait jamais à avoir la TS. Et l'éducatrice externe a commis une dérogation pour devenir ma travailleuse sociale. Elle s'appelle Isabelle. Et puis, elle a beaucoup aidé mes parents. Puis ça, je suis contente. Parce que les parents, il ne faut pas les oublier dans tout ça. Là, moi, je suis en centre jeunesse, je vis des horreurs, mais ma mère, elle, là, chaque fois qu'on me rentre en isolement, il l'appelle. Hein? Madame, on vient de mettre votre fille en isolement, c'est automutilé, on va vous rappeler quand elle va sortir. Ouais, tu viens de gâcher cette journée, là. Tu sais, l'anxiété et tout ça. Donc, mais elle a aidé mes parents. Elle a retrouvé des groupes de discussion, des informations, toutes ces choses-là. Donc, ça, je suis vraiment comme contente. Puis, tu sais, pour moi, elle a été très ouverte, en fait, même, comme intervenante. Tu sais, je dis TS, mais en fait, elle était éducatrice externe. Là. Mais elle a été ouverte, puis, tu sais, c'est ça que j'ai eu la chance, en fait. Mais au niveau des plans d'intervention, je pense que ça ne relève même pas nécessairement d'elle, justement. C'est ça le pire. Là. Mais c'est ça, fait tu sais, il y a eu plein de droits qui n'ont pas été reconnus, mais d'un autre côté, on adoucissait quand même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens où on ne me reconnaissait pas le droit à la participation, mais d'un autre côté, j'ai un éducateur qui me faisait confiance, m'amenait à prendre des décisions, à faire des actions, une travailleuse sociale qui m'amenait à comprendre que mes parents avaient des besoins. Donc, tu sais, il y avait tout cet aspect-là que c'était en surface, mais peut-être que ça aurait dû être un peu plus profond. Oui, bien, avec le partenariat patient, c'est un peu ça qu'on veut changer à long terme, là, tu sais, vraiment d'impliquer les patients dans leur plan d'intervention, dans leur plan d'action, puis qu'il y ait co-construction, puis co-définition des objectifs, là, que ce ne soit pas juste un intervenant qui impose des choses aux patients.
Mais pour vrai, je pense que tu serais une excellente patiente partenaire si à un moment ça t'intéresse. Là. Mais en fait, c'est le cas. Mais je ne fais pas partie du programme. Et c'est justement ça qui est drôle parce que oui, le Québec a lancé un programme patient partenaire au projet pilote. Mais moi, je suis patient partenaire avec ma médecin d'une certaine manière où est-ce que mes traitements, on en discute. Donc, c'est pas elle, ben, c'est sûr que d'un côté, c'est elle qui a la dernière décision, reste que quand même c'est la médecin, elle va pas me prescrire quelque chose qui va être dangereux, là. Mais on va discuter de mes traitements, on va discuter de mes possibilités. Donc, je vais prendre partie prenante des décisions. C'est sûr que, bon, la décision finale, comme je disais, revient quand même à elle, mais je te dirais que c'est plutôt rare qu'elle va faire une fin de non-recevoir. C'est déjà arrivé parce qu'à un moment donné, je prenais beaucoup de morphine pour les douleurs. Donc là, elle a dit non, c'est trop. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'étais un peu fru sur le coup, mais bon, on s'entend qu'en tant que médecin aussi, à un moment donné, il faut que tu mettes un frein parce que là, c'est une autre problématique. Mais c'est ça, donc j'ai cette relation-là avec ma médecin, ce qui est vraiment cool, en fait. Puis vraiment, ça change par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé. Mais aussi, tu es une personne très curieuse qui s'intéresse beaucoup puis qui a développé vraiment beaucoup d'expertise, notamment au niveau des médicaments, des interférences des médicaments. Hein. Puis, tu sais, je veux dire, on rigole souvent avec les porteurs de papier, là, ceux qui ont des diplômes, puis on dit souvent que toi, tu as une maîtrise de la vie, tu sais, pour toutes tes nombreuses connaissances, parce que tu es aussi une personne qui s'éduque au niveau de l'éducation thérapeutique, si on peut dire ça comme ça aussi. Tu es à l'affût de l'information, tu vas chercher les informations que tu as besoin, tu es quelqu'un de curieuse de nature, donc je pense que ça, c'est une force que tu possèdes aussi, là. Oui, ben c'est ça, c'est vrai qu'on s'est souvent... Je dirais pas le mot chicané, disons que nous avions eu des observations partagées, justement sur les porte-bagages et les porte-papiers. Mais bon, c'est sûr qu'il faut les deux dans la vie. Mais c'est bien quand on reconnaît notre porte-bagages. Tu sais, dans le sens, justement, ma médecin reconnaît ça, comme tu dis, Jessica, tu sais, ma connaissance des médicaments, aussi la connaissance de mon corps, des réactions, des interférences. Tu sais, je suis capable de détecter quand on met un médicament, OK, non, il y a quelque chose qui cloche. Moi, je peux peut-être pas mettre le mot scientifique dessus. Mais en l'expliquant à ma médecin, puis vu qu'elle écoute ce que j'y explique, elle peut mettre sûrement le mot dessus. Donc, oui. Puis, tu sais, oui, l'éducation par moi-même, c'est que si j'aurais pas des problématiques physiques, maintenant aujourd'hui, avec en plus du choc post-traumatique, tu sais, si je pourrais dire je vais travailler ou je vais à l'université, je le ferais. J'irais médecin, je l'avoue. Moi qui pourtant, peut-être des fois, la médecine en aura, mais je le ferais parce que je voudrais justement faire partie des nouveaux programmes patients partenaires. Je voudrais donner la chance à des jeunes de participer et tout ça. Mais d'un autre côté, c'est un papier, comme justement tu disais, Jessica. Donc, je me dis, je le fais, mais vu que je peux pas à l'université, mais je le fais d'une autre manière. Donc, j'apprends dans le bain. Donc, j'écoute tout ce qu'on dit, je m'informe. Quand un jeune va me poser la question ou quelqu'un me pose une question puis je ne sais pas, je ne vais pas répondre n'importe quoi. Je vais dire, regarde un peu, là, je ne sais pas. Je vais aller fouiller, je vais aller trouver la réponse. Donne-moi tes informations, là, je te rappelle. Parce que, justement, il y a le droit d'être informé, mais il y a le droit à la bonne information aussi. Fait que c'est pour ça. Puis bon, j'avoue que le côté centre d'archives au niveau de mon cerveau, grâce à mon Asperger, aide beaucoup cet aspect de la chose. Ouais, ça, tu dois avoir une bonne mémoire. Oui, par contre, je dois avouer que à cause de l'anxiété, puis sûrement les opérations que j'ai dû avoir, les anesthésies, ça fait perdre un peu la mémoire. Puis il y a des bouts, des fois, là, je peux voir une personne, puis j'ai carrément oublié le fil de la personne, totalement, là, tu sais. Je peux pas savoir du tout c'est qui. Quand j'ai parlé de tout ça, c'est comme si quelqu'un avait comme enlevé un fil. Là. Des événements aussi. Malheureusement, c'est pas ceux que j'aurais voulu oublier. Mais sinon, oui, c'est en fait, des fois, je me rappelle de choses, puis je suis même pas capable de les associer. Je suis comme, OK, c'est quoi ce numéro-là déjà? Puis là, comme je dis tout le temps, j'ai mes 5 hamsters qui partent dans le cerveau, qui s'en vont dans les archives, puis qui fouillent. Je suis comme, hey, j'ai trouvé, c'était le numéro de telle personne. OK, je fais quoi avec ça dans la tête aujourd'hui? Donc, malheureusement, il y a ça aussi des fois que c'est bon d'avoir la mémoire, mais quand tu finis par plus être capable nécessairement de tout lier, mais oui, il y a des dossiers qui sont plus, disons, à jour que d'autres dans ma tête. Puis c'est quoi les valeurs qui t'ont guidé dans tout ton parcours? Je vais parler de mon parcours récent, peut-être plus que... Parce qu'au niveau de l'adolescence, je ne serais pas capable de donner une valeur en tant que telle. Déjà, j'ai la misère à identifier des sentiments. Alors, les valeurs, c'est quand même aussi difficile à certains niveaux. Mais je sais que ce qui, dans les dernières années, les 7 dernières années où je suis militante, là, disons, je pourrais quasiment mettre militante professionnelle, les valeurs, pour moi, c'est le savoir expérientiel, c'est l'espoir,
C'est la mise en marche des jeunes. Donc, tu sais, c'est d'être capable de prendre parole, d'être capable de faire des projets, d'être écouté puis de les soutenir. Donc, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment des valeurs communautaires, des valeurs d'entraide, de solidarité. Donc, mais je pense que tout ça se résume toujours au même mot, c'est l'espoir. C'est la plus grande valeur que j'ai. Souvent, je dis que j'ai plus espoir pour moi, mais pas dans un sens défaitiste, dans le sens qu'on peut pas effacer puis on peut pas recommencer ce qui m'est arrivé. Mais j'ai espoir pour les jeunes que si on est capable de changer le mouvement des choses, la vie, les politiques, disons que je vais encore loin avec la vie, mais si on a cette chance-là, ça vaut la peine de garder l'espoir pour ces jeunes-là. Je pense que tu étais là. T'étais-tu là quand que EDGEP a été à l'Assemblée nationale récemment? Oui, j'étais là effectivement lors de la prise de parole à l'Assemblée nationale et avant la rencontre là, avec M. Lionel Carman, le ministre. Donc, puis même, j'étais très heureuse de voir le lendemain dans les journées, dans le fond, de travaux du projet de loi 15 que vraiment, en plus, il mentionne que c'est grâce à nous, tu sais, que c'est parce qu'il a rencontré des anciens jeunes et tout ça qu'il a modifié. Puis ça, justement, des fois, j'en parle à d'autres jeunes dans le sens de leur dire, tu sais, tu dis que ça changera rien, mais tu le sais jamais. Quand on est sorti de la rencontre, moi, j'avais des sérieux doutes. Sérieusement, je n'étais pas certaine que ça avait fait son chemin. Je sais pas, l'impression, tu sais, mais bon. Puis finalement, ça l'a changé, tu sais, mais j'aurais pas pu. En sortant, tu m'aurais posé la question, ça a-tu marché? Je t'aurais dit non. Ben, je me serais trompée. Fait que c'est ce qui vaut la peine d'essayer. Mais oui, j'étais là, puis c'était vraiment génial, en fait. C'est quelque chose de trippant de pouvoir faire changer les choses. Est-ce que vous avez eu, toi et Jessica, des rétroactions de ce que vous avez fait cette journée-là depuis le temps? Ben, je pense que Jessica en a eu plus que moi, en fait. Des fois, je pense qu'elle m'en a parlé, je pense qu'il y a eu des messages échangés là, en lien avec le comité de suivi, si je me trompe pas, puis des choses comme ça, là, mais il n'y a pas eu, de mon côté, je dois avouer que j'ai dû pas me retirer, mais m'éloigner un peu plus là, au niveau de la tenue journalière et de tout ça, là, parce qu'avec mon choc post-traumatique qui a refait surface à la commission Laurent, ça a été plus difficile pour moi de dire je vais suivre à la journée. Fait que oui, il y a eu des répercussions, mais je pense que Jessica serait quasiment plus meilleure pour les dire. Ben, c'est sûr que les répercussions au niveau de la loi, tu les as mentionnées, là, tu sais, qu'on puisse prolonger les services au-delà de 18 ans jusqu'à 26 ans, puis que ça soit transféré dans les services sociaux et non plus à la DPJ. C'est quand même une bonne avancée qu'on a eue. Après, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a beaucoup de projets en coulisses présentement, il y a beaucoup de choses qui se trament, mais c'est sûr que c'est jamais assez vite pour nous, là, tu sais, puis la politique, c'est vraiment long, puis quand on s'engage, ben on s'engage sur plusieurs années, puis faut jamais lâcher, il faut être persévérant parce que sinon, on voit pas toujours les résultats instantanément non plus, fait que ça peut être décourageant pour certaines personnes, mais faut garder l'espoir. Ben oui, puis tu sais, comme tu dis, je veux dire, on ne voit pas le résultat tout de suite. EDGEP a commencé il y a 7 ans, a terminé au mois de mars, et c'est la gang d'EDGEP qui est allée rencontrer Miss Carman. Donc, ça a quasiment pris 6 années en groupe, en comité, en recherche, tu sais, dans le fond, pour solidifier, pour être capable de présenter quelque chose qui a changé une loi. Si on aurait été, excusez, je ris en m'imaginant, si au bout de 2 mois, on serait parti la gang pour aller rencontrer M. Carman pour faire changer une loi, je pense que c'est nous que ça serait ramassé, je ne sais pas trop, parce que ça aurait été un peu catastrophique. Des fois, il y avait le momentum oui. Aussi, le fait que, bon, on sortait de la commission Laurent, il était en pleine analyse de projet de loi, tout le momentum était parfait pour nous, pour qu'on se présente, mais effectivement que le fait d'être en groupe, de prendre connaissance des différents points de vue de chacun, ça nous a permis d'avancer, parce que, tu sais, moi, je m'en rappelle au début, puis on en rit, parce que les discussions de groupe étaient beaucoup plus difficiles, tu sais. On était tous les deux, puis on parle pour nous, là, tu sais, il y en avait d'autres autour de la table, mais on avait un besoin de s'exprimer par rapport à ce qu'on avait vécu parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion de s'exprimer, puis de l'échanger avec d'autres, avec des pairs PAIRS qui avaient vécu la même chose que nous. Donc, ça, maintenant qu'on a pu avoir cet espace-là de créer, qu'on peut échanger avec d'autres anciens, je pense que ça nous permet de mieux comprendre ce que d'autres ont vécu parce que j'aime bien le rappeler tout le temps, quand tu vis toute ta vie en famille d'accueil versus en centre de réadapte, c'est 2 mondes complètement
différents, puis tu peux pas nécessairement comprendre un et l'autre. Donc, c'est important d'échanger puis de collectiviser notre parole, tu sais. Puis, tu sais, je peux pas m'empêcher de ramener le fait que dans les premières rencontres où Jessica était présente, disons que tu n'aurais pas cru qu'aujourd'hui, nous serions en discussion amicale. Parce que toutes les deux, nous étions fortes, toutes les deux, nous voulions changer les choses et toutes les deux, nous avions notre vision de la chose. Donc, je vous laisse deviner un peu le caractère explosif de nos rencontres verbales. Je vois pas du tout de quoi tu parles, Émilie Roy. Jusqu'à la fois où est-ce qu'on a vidé le sac. Et là qu'on s'est rendu compte que Chris, c'est parce que t'es pareil comme moi. Et que finalement, ben, au lieu d'aller face à face avec nos visions, ben, on a amené les deux visions côte à côte en même temps. Puis aujourd'hui, ça fait ce que ça donne, mais c'est juste, je peux pas passer sous silence, bien sûr. Parce que même si on vient de la DPJ ou, tu sais, même si on vient d'un même milieu, tout ça, reste qu'on reste quand même des gens. Puis des fois, ça veut pas dire qu'on a la même vision. Il y en a pour qui c'est positif, d'autres que c'est non. Il y en a d'autres qui voient des choses d'une manière ou tout ça. Donc, il faut vraiment comme finir par s'accorder, là. En effet, puis c'est ça. Moi aussi, il y a naturellement des personnes avec qui c'est plus difficile que d'autres. Mais c'est ça. À un moment donné, on finit par être capable de s'entendre, hein, les deux. De s'entendre et parler, d'être capable d'écouter l'autre, ça se développe. Mais c'est justement, c'est qu'il faut pas juste s'entendre, il faut s'écouter. Puis je pense que c'était ça le problème qu'on avait un petit peu. On se parlait, mais aucune des deux qui voulait écouter ce que l'autre disait. Parce que c'était trop confrontant? Il y avait, je crois, une partie de ça, mais aussi un effet, je vais dire pas l'effet miroir, genre traumatique, mais un effet comme qu'elle pouvait dire des fois des choses, j'étais comme ça m'hérissait, mais finalement, c'est juste parce que j'aurais dit la même putain d'affaires. Tu sais, c'est quand on parle des fois, là, quand t'es trop ressemblant, là, que ça fait confrontant. C'est juste ça, en fait. Ben, juste, c'est tout ça. mais je vais te donner aussi une part de bénéfice de notre participation sur plusieurs années. C'est que maintenant, toutes les deux, on a appris à mieux communiquer en groupe également. Puis, il y a des besoins qu'on a comblés que maintenant, on est capable de laisser plus de place aux autres, choses qui étaient peut-être plus difficiles. Au début, il y a de la maturité, de l'expérience, puis plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais moi, je me rappelle que on prenait beaucoup de place, toi et deux. En masse, oui. Mais c'est vrai que maintenant, c'est justement avec notre âge qui avance aussi. Donc, on fait de la place pour les nouveaux jeunes. On reste un peu plus en coulisses, mais c'est justement, on avait eu besoin de notre moment où est-ce que c'était à nous de prendre parole. Puis c'est juste que vu que tout a commencé en même temps pour tout le monde à ce moment-là, ben on était tous comme à essayer de pouvoir prendre parole. Mais là, maintenant, c'est bien parce qu'il y a une certaine continuité chez les jeunes qui vont s'impliquer ou qui prennent parole. Fait ils sont pas à se battre un ou l'autre pour avoir parole. C'est chacun, on est capable de les diriger vers des champs d'intérêt ou vers des implications qui vont vraiment comme fitter avec ce qu'ils veulent parce que, justement, comme tu as dit, Jess, on a pris de la maturité, de l'expérience, puis on a appris au cours des années. Fait que ça a permis de créer un réseau assez grand pour pouvoir dire aux jeunes, gars, c'est ça que tu veux faire exactement? Parfait, gars, c'est ça qu'on peut t'offrir. Mais tu sais, en même temps, c'est normal quand on débute quelque chose en groupe, c'est normal qu'il y ait de la confrontation. Ça fait partie d'une des phases de consolidation d'un groupe. Fait que tu sais, c'est une phase où un petit peu tout le monde veut shiner, puis là, on est prêt à tasser l'autre pour essayer de shiner un peu plus, puis tu sais, ça fait partie des dynamiques de groupe normales, tu sais. C'est juste que là, c'est sûr que tu mets du monde avec des traumas puis des histoires de DPJ qui ont ni queue ni tête, ben c'est sûr que ça se peut que la marde la pogne un petit peu. Un tout petit peu, c'est un bel euphémisme. Puis, finalement, si tu voulais transmettre un message aux jeunes qui passent en ce moment dans le système de la DPJ ou qui en sortent, tu leur dirais quoi? En fait, on me l'avait déjà demandé, puis tout ce que j'avais trouvé à dire, c'est, tiens, un coup, à un moment donné, ça passe, mais je m'étais tellement trouvé ridicule par la suite, mais tu sais, l'anxiété d'un reportage, hein, des fois, qu'est-ce que tu peux sortir? Mais je le sais pas, parce que tout ce que je voudrais, c'est plus quelque chose qu'ils peuvent faire, c'est de garder espoir. C'est pas tant de leur dire quelque chose, c'est juste garde espoir en dedans de toi. C'est pas de te le dire, c'est que tu le fasses. Garde une lumière à quelque part d'allumée. Tu sais, même dans les plus grandes noirceurs, tu vas la voir, tu vas la voir en dedans de toi. Il faut qu'il y ait une petite lumière en dedans de toi. La journée que cette petite lumière-là va s'éteindre, non, faut pas. Ben, ça fait un excellent mot de la fin. Sur ce, c'est déjà fini.
Fait que je te remercie pour ta participation. Puis, Ça fait plaisir. espérant probablement qu'on va se recôtoyer parce que moi, j'ai eu des oui-dire comme quoi que Ed Jep reprenait peut-être. As-tu entendu les mêmes oui-dire que moi? En fait, c'est que je ne peux plus parce que moi, je suis rendue à 36 ans, donc je ne suis officiellement plus une jeune. Donc, je peux être une mentor à certains niveaux. Donc, je vais plus me reléguer au niveau du collectif en tant que responsable. Mais non, pour ce qui est de l'EDGEP, pour la deuxième phase, je ne serai pas présente dû à mon âge. Quand même, on laisse la relève prendre la place. Tout de même, ce fut très intéressant de t'avoir à notre micro. Puis nous sommes très heureux de pouvoir donner l'espoir et donner la passion à d'autres personnes de s'impliquer tel que tu as pu le faire et faire changer les choses pour les générations à venir. Donc, merci beaucoup de ton implication puis de ta prise de parole, Émilie. C'est très, très apprécié et surtout très inspirant. Moi, tu as été de l'essence à mon moteur et encore aujourd'hui, très heureuse de collaborer avec toi. Merci. Fait que, sur ce, à la prochaine. Bonne soirée!